Donc, pour l'instant, donc on a Sébastien qui sera là aussi. Et on a peut-être Pierre Mouly qui passera nous rejoindre. Voilà. Ok, super. Donc, il est parti ou pas? Il est parti, on est en live. Ah, on est en live. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les membres. Donc, ce soir, nous allons aborder les conducteurs de chien de sang, qui sont pour moi le complément d'un archer. Et ce qu'il faut ce soir, c'est qu'ils vont nous faire partager leur passion, nous expliquer aussi que un tir doit être vérifié et que c'est pas parce que notre tir, on n'en est pas sûr qu'on ne doit pas les appeler. Un chien de sang, si votre tir est, vous avez un doute sur un tir, appelez un chien de sang. Même si le gibier n'est pas retrouvé, les chiens travaillent et eux, c'est leur passion, c'est de faire travailler leurs chiens. Donc ce soir, nous aurons des conducteurs de chiens qui sont présents, qui sont là pour faire passer votre passion, répondre à vos questions, et on va les écouter. Nous aurons Frédéric Bully, nous avons Sébastien Dufour et Pierre Mouly qui nous rejoindra plus tard. Je vous présente, je laisse la parole à messieurs, celui qui voudra commencer, parler. Sébastien peut-être? Écoute, moi, j'ai commencé la recherche depuis un an à peu près, donc je suis dans mes débuts. C'est pour ça que je vais peut-être laisser mon collègue commencer, il a peut-être plus d'expérience que moi, pour pouvoir, et puis j'essaierai d'agrémenter un peu sur mes connaissances. Ça sera mieux. Donc on va laisser la parole à Frédéric alors, pour qui se présente et qui présente son compagnon qui travaille aussi avec lui sur les pistes et voir leur point de vue en tant que chien de sang par rapport aux archers et puis nous expliquer comment travaille un chien de sang, dans quelles conditions et puis toute la suite quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? Oui, tu m'entends, Frédéric? C'est moi que tu parles? Voilà, je te laisse la parole. Je vais te mettre c'est en Thierry. Non, c'est Thierry, c'est pas Frédéric. Oh, pardon, excuse-moi. C'est Thierry. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah non, Donc, du coup, moi, ça fait. Comme excuse-moi alors, je t'ai oublié. Parce que je t'avais envoyé le lien et comme j'ai vu le message, tu ne pouvais pas venir. Je pensais que Ouais, je vais pas me libérer. Voilà, excuse-moi Thierry. Tout est. Il n'y a pas de souci. Et Frédéric n'est pas là. Autrement, il nous accompagne aussi. Voilà, je te laisse la parole. Donc moi, ça fait 3 ans que je fais de la recherche. Je fais à peu près entre 60 et 100 recherches par an. Donc après, l'utilité des chiens de sang, ici dans notre département en Meuse, il est plus à prouver. L'utilité est plus à prouver. De toute façon, dès qu'il y a un blessé ou un contrôle de tir à faire, on est tout de suite appelé. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Il y a certains départements où il y a plus de problèmes, quoi. Donc après, je sais pas quoi dire. Poser des questions, quoi. Alors, Thierry, j'avais une question, moi. Est-ce que tu peux expliquer le parcours, comment on devient conducteur de chien de sang agréé et pourquoi cette passion? Pourquoi? J'entends très mal. C'est quoi le pourquoi à la fin? Parle un peu plus fort, Enzo, on t'entend mal. Oui. Alors, ma question était, est-ce que tu peux expliquer le parcours d'un conducteur de chien de sang? Comment on devient conducteur de chien de sang? Ouais, et après, il y avait un pourquoi à la fin? Et pourquoi tu as dit, pourquoi cette passion? D'accord. Alors, comment on devient conducteur de chien de sang? Déjà, pour l'humain, il a 3 jours de formation au sein d'une association, donc UNUCRE, AMRS en Moselle. Il y a eu quoi? Il y a la RGGB aussi. La RGGB, ouais, il y en a plusieurs, après je les connais pas tous. Donc la RGGB, la MRS, l'UNUCRE, c'est les 3 principales. Après, il y en a quelques-unes d'autres. Donc il faut passer 3 jours de formation. Et ensuite, donc on forme notre chien.
Donc, le mieux, c'est de former un chien dès sa naissance. Donc, en semelle ou au sang. Donc, à la semelle, c'est l'épreuve. L'épreuve, c'est 1 km 3, si je me souviens bien. 24 heures après la pause, 24 heures après la pause, il faut retrouver l'animal, la peau, quoi. Et épreuve au sang, c'est 25 centilitres de sang, pareil, sur 1 km 3. Et pareil, 24 heures après. Donc, nos chiens travaillent 24 heures, même 48 heures et même 72 heures après le tir. Ok, c'est des pistes qui ont entre 24 et 62 heures, quoi. À l'épreuve, c'est 24 heures. Et nous, nos chiens, en recherche, on arrive à travailler jusqu'à 3 jours après. Si les conditions sont bonnes, si l'animal est stressé, est bien stressé. D'accord. Et vous aimez bien, vous préférez qu'on vous appelle de suite après le tir ou plutôt le lendemain? Nous, c'est plus facile dans notre département à nous, c'est plus facile d'appeler dès que le tir est fait parce qu'on peut s'organiser vu le nombre de recherches qu'on a à faire. Voilà, ouais. Mais sinon, en principe, nous, on vient le lendemain, quoi. On intervient le lendemain. Suivant les blessures, on analyse. Suivant une blessure de muscle, on va essayer de préférer venir le jour même pour essayer de le reprendre le plus rapidement possible. Et une atteinte estomac, on va laisser préférer mourir. Donc on interviendra le lendemain. Le lendemain, ouais. Voilà. Par contre, pour nos chiens, ce qui est mieux, c'est qu'il y ait quand même un laps de temps entre le tir et la recherche, parce qu'on est quand même sur des chiens qui font de la recherche sur des voies froides, voilà, ouais. Et pas sur des voies chaudes. C'est vrai aussi. Donc il faut qu'il y ait quand même un laps de temps entre le tir et la recherche. Bon, après, comment dire, je pense que c'est au sentiment du conducteur, mais normalement, il faut qu'il y ait au minimum 6 à 8, 10 heures entre le tir et la recherche. Voilà, ouais. Bon, normalement, oui. Le problème, c'est que nous, ici, on ne peut pas. Oui, non, voilà. Après, il y a les conditions qui viennent de se mettre au milieu. Parce que quand on dit chien de sang, il est écrit chien de sang S-A-N-G, mais c'est en réalité, c'est chien de sang S-E-N-T. C'est chien de sentiment. Voilà. Voilà. Et après, bon, c'est vrai qu'un archer, déjà. Ma chienne ne démarre pas sur une recherche en dessous de 3 heures. Si je la mets sur une voie en dessous de 3 heures, elle ne démarrera pas du tout. D'accord. Donc, il faut que la piste soit déjà bien marquée, quoi. Il faut que la piste, elle soit refroidie. Voilà. Ouais. D'accord. Après, ça dépend aussi du chien, de la race du chien. Parce qu'on a des chiens qui sont... à la base, on prend des chiens qui sont faits pour le sang, qui sont faits pour ça. Bon, on peut prendre n'importe quel chien pour faire de la recherche au sang. Voilà. N'importe quel chien, mais il y a certains chiens comme le rouge de Bavière, la Nôtre, le teckel qui sont faits pour la recherche à la base, le Saint-Hubert aussi qui est très bon, d'ailleurs qui sert, la gendarmerie s'en sert aussi pour faire des recherches de personnes disparues. Donc, ce sont des chiens qui ont un odorat qui est bien plus développé que, entre guillemets, d'autres chiens. Ils sont faits pour ça, quoi. Génétiquement, ils sont faits pour ça. Bon, ouais, donc dans les races de chiens, c'est plus les chiens de Saint-Hubert et teckel, alors. Ben, beaucoup d'Hanovre, rouge de Bavière, rouge d'Hanovre, Bavière et teckel, ouais. En général, c'est la majorité. Et après, on voit de tout. Moi, en épreuve, j'ai croisé un labrador, j'ai croisé un drappard. Après, il y a tous les chiens de chasse, dits de chasse, peuvent faire de la recherche du moment qu'il est éduqué dès petit. D'accord. Attends. Donc, moi, j'ai eu à faire des recherches Ouais, à l'époque. J'avais pas mal, Hugo. au début. Pardon? On t'entend loin, en fait. Sur une tablette. Non, sur une tablette, comme tu sais, le lien. Ouais. C'est quand même important. On entend mal et on entend tout en même temps, en fait, on t'entend très loin. On entend le téléphone. Tu passes ton sourire.
Attends, je vais me mettre en même temps, je me mets sur le. Je vais cliquer sur le lien en même temps. On n'entend rien. Donc, si je clique sur le lien de mon portable, tu m'entends là? Nous, on t'entend, Marc. Alors, tu as une page avec des petits bonhommes, déjà, où il y a marqué Loading. Sinon, Sébastien, t'as quoi comme ça? Pardon? T'as quoi comme ça? Oui, alors clique sur la Je peux pas bien. Là, c'est Qu'est-ce que normal. tu as? C'est normal. Voilà. Sébastien, il te demande qu'est-ce que tu as Clique comme sur la chien. caméra et micro. Ah, pardon, j'étais quel? À Paul Jour. D'accord. C'était quel à Paul Jour? Clique sur la caméra. Et t'es où? Moi, je suis les Bouches-du-Rhône. Alors, je suis Bouches-du-Rhône, Vaucluse. Je suis limite du Vaucluse. J'habite à droite du Vaucluse. Clique sur la caméra ou pas? Les recherches que j'ai faites sont plus sur le Vaucluse, parce que je cherche le Vaucluse. Mais bon, après, moi, j'ai débute, j'ai pas fait beaucoup de recherches. Hein, j'ai pas fait énormément de recherches, j'ai même pas fait beaucoup, j'ai fait quelques-unes, parce que je dois faire cibler en ici. Et donc, ça devrait se faire là, normalement, en fin mai. Donc, je ferai peut-être plus de recherches après, quoi. Je vais peut-être même penser à ralentir la chasse pour pouvoir faire beaucoup de recherches, quoi. Parce que j'y ai pris goût et je pense que je vais y prendre un peu trop goût même. J'ai contaminé mon fils de 6 ans derrière moi. Bref. À la maison, il parle que de ça, quoi. Logiquement, tu C'est vrai que quand tu commences, on n'a plus envie de s'arrêter. Tu peux. C'est vrai. Nous, on fait, si on voulait, on fait des recherches 3-4 jours tous les jours. Attends. Voilà. T'as vu, Thierry? Marc, il couvre le son. Marc, Oui. enlève-toi du live parce qu'on n'entend rien. Enlève-toi du live. Voilà, magnifique. Merci, Marc. Super. Je disais ici, si on voulait sortir, on sort 3-4 fois par jour, tous les jours de la semaine. Ce serait le bonheur. Et moi, je me languis d'avoir le chien ciblé, quoi. Voilà. Après, Enzo, tout à l'heure, tu m'as parlé de quelque chose, Enzo. Excuse-moi, je te change de version. Tu m'as parlé de quelque chose, Enzo, tout à l'heure, par rapport au tir à l'appel du conducteur. Tout à fait. En fait, je disais à Sébastien, on n'était pas encore en ligne. Nous, souvent, ici, on le conducteur de chanson, on en a qui viennent sans aucun souci. Mais il y en a qui viennent pas intervenir si c'est les archers. Donc, je sais pas si on entend super mal. Je sais pas si tu entends toi, Seb, mais on entend super mal. Non, j'entends très, parce que on t'entend loin, Enzo. Comme tu n'as pas d'oreillette, on t'entend loin. Attends, je vais changer mon micro. Et toi, Thierry, tu es à l'UNUF? Ouais, je suis unique. Ouais, ça va mieux. Ok, je disais, nous, le problème qu'on a retrouvé plusieurs fois ici, quand on appelle un conducteur de chanson, généralement ça se passe super bien, mais il y a certains conducteurs qui ne viennent pas si c'est des archers qui tirent parce qu'ils ont peur que leur chien va se blesser avec une lame, si la flèche reste dans le gibier, tout ça. C'est un truc de fou, quoi. Et moi, je me bats comme ça en leur expliquant que si une flèche reste dans le gibier, il n'y a aucun souci pour le chien, tu vois. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de souci. Je prends la parole si tu veux, Seb. Moi, ici, j'ai pas de souci. Déjà, moi, je suis déjà archer à la base, donc je chasse que à l'arc. Je chasse qu'à l'arc, donc la carabine, je m'en sers juste en recherche. Donc, ça facilite les choses.
Et puis, dans notre département, sur 24 conducteurs qu'on est, je crois qu'on a 10 conducteurs qui sont archers, donc le problème ici, il est résolu. Ouais. Mais après, moi, toutes les recherches que j'ai fait pour les archers, sur toutes les flèches, les recherches que j'ai fait, à chaque fois, le premier truc que je demande, c'est est-ce que vous avez retrouvé la flèche? Déjà, c'est le principal. Si tu retrouves pas la flèche, bah si je retrouve pas la flèche, je lâche pas mon chien. C'est clair, tu vas à la longe, de toute façon. Tant que la flèche a pas été retrouvée, mon chien il partira pas en libre. Donc alors ça sera. après, je sais pas le biotope que vous avez là-bas, mais après quand tu arrives dans un roncier où le chien est obligé de traverser et que toi tu ne peux quasiment pas traverser, il va falloir couper pour pouvoir rentrer. Le chien, quand ton chien, tu mets jamais le chien libre du coup. Non, quand la flèche a pas été retrouvée, je mets pas le chien en libre. Si la flèche elle est dans l'animal, je mettrai pas le chien en libre. Tu as quoi comme chien, tu m'as dit? Un Rougeanov. Après, moi je sais que mon teckel, le peu de recherche que j'ai effectué, je dis bien encore le peu parce que j'ai pas fait beaucoup. À chaque fois que j'ai été arrivé à l'animal, soit en libre ou pas en libre, il se jette pas à l'animal. Quand du moment que moi je ne suis pas arrivé, le chien ne va pas taper à l'animal. Il va attendre que j'arrive soit pour servir l'animal, soit ou même si l'animal est mort, il va aboyer jusqu'à que moi je sorte l'animal et là il va commencer à se récompenser avec l'animal. Voilà, donc mais le souci, le souci qu'il y a, c'est si tu as une flèche traversante avec la lame qui ressort, si l'animal se retourne, il te coupe le chien. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est juste pour ça. Donc si la flèche a pas été retrouvée, si je la retrouve en cours de recherche, je lâcherai la chienne. Mais si je retrouve pas la flèche, tant que j'aurai pas retrouvé la flèche, je lâcherai pas la chienne. Mais après sur d'autres recherches, s'il n'y a pas de souci, je lâche. Ouais, d'accord. Oui, d'accord. C'est ce que je disais aussi à Enzo tout à l'heure, c'est que quand on fait une recherche, oui. Partout où elle passe, je passe. Ouais, non, mais après, ça dépend du biotope qu'il y a. Après, si moi, le dernier que j'ai fait chez moi, que j'ai recherché, j'étais obligé de le mettre en libre. Bon, j'avais récupéré ma flèche parce que c'est une flèche traversante, mais si la flèche était dedans, j'aurais pas pu rentrer. J'avais fallu un moment avant que je rentre. Puis le chien, j'ai la longe, il était déjà dans le roncier parce que c'était tout couvert, donc obligé de le laisser rentrer. L'animal était mort, j'avais pas la flèche dedans, mais je veux dire, j'aurais mis peut-être une demi-heure. Excusez-moi, vous ne me voyez plus. J'avais peut-être mis une demi-heure à retrouver une demi-heure de plus à retrouver ce sanglier, quoi, parce qu'il était dans un roncier impénétrable. Oui, mais tu as arrêté quand même. Hein? Tu as arrêté quand même après. J'ai pas compris, ça a coupé. Je dis, une fois qu'il est mort, même si tu mets une demi-heure pour y aller, c'est pas grave. Non, mais c'est que je savais pas s'il était mort ou pas. Le truc, il est là. Le truc, il est là, c'est que je savais pas s'il était mort ou pas. Mais après, chacun fait comme il veut. Moi, je fais comme ça parce que je veux faire attention à ma chienne. Mais après, non, mais bien sûr, non, mais je comprends. Normal, oui, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des biotopes qui sont relativement ouverts, donc on arrive encore à aller un peu partout, même dans les ronciers. Bon, des fois, il faut ramper, mais on arrive à aller à peu près partout, quoi. D'accord. C'est moins fermé. Je pense que tu es en montagne, toi. Non, enfin, je fais pas mal de périurbains. Après, les quelques recherches que j'ai faites sur le Vaucluse, je me suis retrouvé au milieu de vignes, au milieu de chênes, donc ça va à peu près. Mais non, ça c'est pas très sur les recherches que j'ai fait pour l'instant, c'est pas très montagneux pour l'instant. D'accord. À suivre, à suivre peut-être, mais là pour l'instant non. D'accord. Alors que chez nous, on a beaucoup d'épines noires, très très serrées. Et quand on fait une recherche, on passe
peut-être on fait 200-300 mètres à quatre pattes dans les épines. On sort, on est en sang complètement. Eh oui. On a des biotopes qui sont très, très, très durs. Et dis-toi que tu es à quatre pattes que au moment-là, le chien y est tout le temps à quatre pattes. C'est ça. C'est vrai. Mais bon, tu vois, regarde la différence. Bah oui. T'es où toi, Enzo? Je suis dans l'An. Dans le nord? L'An, département de l'An. Ah, l'Ain, ouais. Oh, bah, t'es pas très loin. Ouais, à côté des Ardennes, t'es pas très loin de chez moi. Ouais. Dans le 01. Tu dis quoi, Sébastien? C'est dans le 01. Ouais, Oui. 01. D'accord. Ouais, et on est vraiment placé, si tu veux, entre la Suisse et puis la Haute-Savoie. On a le Rhône qui nous sépare. Tu vois? Ouais, On c'est est ça. vraiment à la pointe, on est à 5 km de la ville de Genève. Tu vois? D'accord. Ouais, je vois. Et on a des biotopes, c'est beaucoup de ronciers, beaucoup d'épines noires. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais c'est pour ça que en fait, le secteur, entre guillemets, le secteur, parce qu'après, c'est tout est relatif, on ne sait jamais où c'est qu'on va aller faire une recherche, mais un secteur, entre guillemets, où on habite, où on va faire nos recherches, va aussi être déterminant pour pouvoir choisir un chien. Parce que tu as des secteurs où tu vas pas pouvoir prendre, comme en montagne, le TK va être très compliqué. Quand je dis en montagne, en vraie montagne, un TK va être très compliqué. Il va peut-être falloir un chien plus endurant. Il y a des endroits où tu vas, comme tu dis, où tu as plein d'épines noires, il va te falloir un chien qui va, entre guillemets, passer un peu partout, quoi. Donc, c'était un critère aussi pour choisir son chien. Quel est le taux de réussite que vous avez chaque année, plus ou moins? Ben, écoute, moi, comme je le répète encore des fois, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur. J'ai pas compris. À niveau départemental, vous avez des statistiques de recherche, des réussites ou pas, non? Nous, la moyenne départementale, je crois que c'était 38% l'année dernière. Cette année, il n'y a pas eu l'AG, donc je sais pas là cette année. Et moi, pour moi, je suis à 32-33% de réussite. Mais vraiment en mettant tous les statistiques, quoi, les vrais. Donc toutes mes recherches sont écrites. Je suis en train de reprendre les statistiques de l'an, je vais vous les dire. Contrairement à beaucoup de conducteurs. Après, moi comme dans le Vaucluse, il n'y a plus de délégation UNUCRE, donc du coup, ben, je ne pourrais pas te donner les infos. J'ai pas pensé à demander, justement, j'avais le délégué de l'UNUCRE Bouches-du-Rhône au téléphone hier, j'ai pas pensé à prendre quelques renseignements, j'aurais dû. Je cherche les statistiques pour le département de l'Ange et je vais vous les donner. Mais je crois que j'avais aussi les taux de réussite Archer. Mais je ne sais plus où ils sont. De toute manière, il ne faut pas croire que chaque recherche aboutit et il ne faut pas croire non plus que toute recherche n'aboutit pas. On peut arrêter une recherche par rapport à la nuit, par rapport un saut de département. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc ça aussi, ça rend la statistique, hein, malheureusement. Ouais. Mais Sébastien, on arrête une recherche par rapport à la nuit, mais on la reprend le lendemain. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est que quand tu es sur un terrain et que le lendemain, ben, l'animal a traversé et que ben, le terrain n'est pas accessible parce que voilà, c'est un propriétaire, tu peux pas rentrer, tu peux pas, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et ça c'est que il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas aussi. Il y a énormément qui ne le comprennent pas. Nous, on a les droits de suite partout, alors. On n'a pas de souci avec ça. Ah, ok. Alors, je retrouvais les statistiques pour le département de l'Ain qu'on a reçu le 3 avril 2020. Taux de réussite 34%. Combien? 34? 34. Il
il y a eu 260 recherches effectuées. Ouais. Donc, réussite 76, échec 146, contrôle, juste les contrôles 35. D'accord. Tu vois, mais Alors, je trouve que c'est correct encore. Hein, c'est pas. oui, mais tu vois, tu vois, tu fais bien de parler de ça parce que moi, il y a des trucs que j'ai remarqué par rapport à d'autres conducteurs, parce que moi, j'ai pas fait pour le voir, mais il y a beaucoup de conducteurs avec qui j'ai parlé, avec qui je me suis documenté, avec qui j'ai essayé de prendre des renseignements, parce que le recherche au sens, ça se fait pas comme ça et ça se prend pas comme ça. C'est énormément de patience. Et donc, j'ai essayé de prendre des renseignements partout et beaucoup te disent, tu verras, quand tu vas on va t'appeler pour une recherche, on va te dire, ben, il est parti par là-bas, on a mis 4 chiens dessus et les chiens ont suivi l'animal, ils l'ont vu partir ressentir vers là-bas. Donc ça, c'est, tu vois, le nombre d'échecs se fait, ça fait partie ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a un peu plus d'échecs aussi. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des chiens derrière les animaux blessés. Il y a beaucoup de personnes qui ne marquent pas les indices à l'anchousse. Voilà, donc quand on dit le chien de sang ne sert à rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de réussite, tout ce petit problème qui s'accumule fait que on n'aboutit pas non plus à la recherche. Donc il y a le problème qu'on n'appelle pas beaucoup les conducteurs de chiens de sang. Et il y a le problème que beaucoup de chasseurs ne font pas attention à ce qu'ils font après le tir. Alors, est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est un foutisme? Je sais pas, mais il y a beaucoup. Il faudrait aussi peut-être, je pense, se renseigner quoi faire une fois que l'animal est tiré. Donc, et ça, je pense que c'est les conseils que vous donnez aux fédérations que vous faites passer toujours. C'est le conseil. Le conseil, c'est que normalement, on va vers, une fois qu'on a tiré un gibier, on va contrôler son tir. Oui. On va marquer, si on a trouvé du sang, on matérialise l'anchousse. On matérialise l'anchousse. Ensuite, on essaie de voir si on a des indices, des morceaux d'os, des morceaux j'ai perdu le mot. Des morceaux des morceaux de vénaison, voilà. Sur les vénaisons, on fait du sang et on va faire peut-être 30, 40, 50 mètres, voir si on a du sang et donc des indices, et on va surtout le marquer. Parti. On va surtout le marquer. Je te remercie beaucoup. Le marquer. Donc, beaucoup ne le font pas. Et beaucoup font, qui prennent leur chien de courant, les mettent sur la voie et ils font repousser l'animal. Parce que l'animal qui est tiré, que ce soit à l'arc ou à la balle, l'animal, quand il est blessé, il va aller se poser. Et là, en mettant un chien derrière, le chien, il relève l'animal. Et ça repousse la difficulté pour le chien de sang. Donc, il faut bien marquer l'anchousse, bien relever les indices, la bonne direction de l'animal. Après, je pense qu'il faut que ce soit en fait dit, je pense, dans les battues, par exemple, parce qu'il y a des battues aussi mixtes, donc que ce soit dit en début de battue, tout ça. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, tu nous entends bien? Ouais, extra, ouais. Voilà. Marc, tu peux rentrer dans le live. Voilà, je suis rentré. Voilà. Enzo. Je te remercie, Marc. On a mis un sacré temps pour que je sois connecté. Enzo. Oui, dis-moi. Pour rebondir à tes stats, pour te montrer que très bien entendu. La recherche, elle est vraiment. Vous m'entendez bien? Bien basée en meute. Ok. Je vous dis bonne soirée à tout le monde. Comment allez-vous? Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, reprends, Titi. Ouais. Donc, je disais, pour te montrer qu'en Meuse, elle est beaucoup plus basée, la recherche. Et toi, tu es à 264 recherches, si je me rappelle bien.
260, ouais. Voilà. Nous, ici, on est entre 1200 et 1400. Ouais, voilà. Voilà. Il y a une certaine différence. Mais Je sais pas si on arrive toujours à la même moyenne. Alors, attends, j'essaie de te faire voir. Non, on voit pas. Te dire, voilà, mais je vais vous le lire. Alors, sur 260 recherches, tir à balle 251, collision 2, autre 2, arc 2. Wow. Donc, alors, je peux te dire déjà que elle est fausse pour les arcs parce que seulement moi je l'ai appelé 4 fois. Donc, tu vois, il y a certains, je pense que comme c'était pas réussi, ils n'ont pas mis. Tu vois, ou ils sont oubliés. Parce que nous, on a appelé, seulement moi, j'ai appelé 4 fois. Tu vois. Mais, il y a eu, oui. Je te coupe, il y a eu des questions. Tu les vois encore, les questions parce que moi, je les vois que quand ils arrivent. Ouais, mais là, moi, je les vois à mesure. Et bon, parce qu'il y en a une qui est intéressante. Il y en a une qui est intéressante. C'est sur l'histoire de la différence entre un chien de sang et un chien normal. Je vois pas les questions. Laquelle, tu m'as dit? Il y a eu la question avant celle-là, là. Ouais. Alors, attends. Il y a eu parlez-nous un peu. Attends. Ouais, celle-là, ouais, pas celle-là. Alors, c'était quoi la question? Parlez-nous un peu. Entre gibier fléché et tiré. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors, parlez-nous un peu. Si fléché et tirer là-bas, tu veux dire? Oui, d'accord. Ouais, si c'est ça que je comprends, c'est ça. C'est la différence entre un gibier fléché et un gibier tiré à balle. Non, il n'y a pas de différence. De toute manière, le sentiment de l'animal est le même. Hein. Alors, sur des flèches pour moi, ce que j'ai déjà vu par rapport à ma chienne, des flèches de venaison, donc de viande, de muscle, la flèche la chienne va la travailler moins facilement parce que l'animal va développer du stress sur les 500 premiers mètres. Et comme toi, quand tu te coupes avec un couteau, après, l'animal, il stresse plus, donc la chienne arrête vite. Par contre, tout ce qui perce l'animal complet, il n'y a pas de différence. La chienne travaille pareil qu'avec une balle. Pour ma part, c'est ça. D'autres compléments, messieurs, non? Vous confirmez? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. La seule chose que je pourrais dire, c'est l'anschluss. Et le démarrage. Le chien va chercher un peu plus, va taper un peu plus du nez pour prendre un maximum d'informations avant de commencer sur un animal blessé à l'arc. On voit souvent quasiment tout le temps une blessure à balle où l'animal démarre de suite. Même pour des très bonnes flèches, le chien, moi c'est mon impression à moi qui fait pas mal de sorties sur arc, sur des blessures d'archer. Le chien ma chienne en tout cas, même mon mâle que j'avais avant, il s'attardait un peu plus. Il s'attardait un peu plus à l'anschluss avant de démarrer. Mais après, le travail en lui-même reste pareil. Moi, c'est ce que je pense. Et après chaque chien est différent aussi. Il faut penser à ça aussi. Sur la flèche de muscle, il continuait tout le temps ou elle s'arrête? Moi, il s'arrête. Elle fait 1 kilomètre et en principe, ça arrête. Ah, mais c'est de toute façon sur du muscle, j'ai envie de dire, t'as raison sur le fait que la douleur s'estompe avec le temps très rapidement. Et comme nos chiens, comme tout le monde le sait, travaillent. Alors le stress, ok, mais surtout la douleur. Et la douleur, elle passe, quoi. Comme tu as dit tout à l'heure, tu te coupes le bout du doigt, bon, t'as mal pendant 10 minutes, et puis après, ça passe, quoi. Que à balle, elle continue à travailler. Alors, j'ai une autre question que j'avais déjà mis.
très peu de chasseurs connaissent la procédure à suivre pour la recherche au sang. On Alors, l'a qu'est-ce parlé. On en a Ouais. parlé tout à l'heure. Ah, excusez-moi, j'ai un peu raté. Mais bon, c'est une Non, question non, mais qu'on c'est m'a pas posée. grave. C'est la question, c'est les gestes à faire. Ouais, les gestes C'est à faire, quoi, les gestes à faire. Bon, les gestes à faire qu'on apprend plus ou moins au GFO, mais bon, c'est pas vraiment ça. Et puis les procédures, comment appeler, oui, de toute façon, la procédure à suivre. comment on fait. Ben, nous, dans le département de la Meuse, je sais pas si c'est partout pareil, mais dans le département de la Meuse, déjà, il y a tous les conducteurs de chiens de sang du département sont marqués sur le petit carnet qui est avec la validation du permis de chasse tous les ans. Voilà, ouais. Donc, il suffit Ouais, de chez nous. téléphoner. Chez nous, Je sais pas si c'est Moi, pareil dans le département, mais chez nous, c'est comme ça. Et autrement, on est sur les sites, on est sur Internet, sur les sites de UNUC, RGGB, on est sur les sites Internet, on est sur les sites de fédération, normalement. non, non. Et Pour ma moi, je part, conseille, pour notre département, c'est comme ça. Après, je sais pas dans les autres départements. ouais. Alors, ici, on n'a pas forcément, on a les listes aussi qui sont disponibles, mais moi, ce que je conseille, c'est à tout archer qui part chasser, c'est partir toujours avec une liste de chiens de sang autour du secteur où il chasse, de manière à avoir les téléphones sur lui pour appeler un chien de sang. Mais c'est vrai que Oui, c'est mais des procédures que beaucoup de gens ne font pas, quoi. oui, parce que pour beaucoup de gens, comme je disais tout à l'heure, un chien de sang n'est pas forcément meilleur qu'un chien qui chasse en fait. Pour eux, comme je disais tout à l'heure, de remettre leur chien à eux personnel, leur chien courant ou leur chien d'arrêt ou je ne sais guère sur la voie, pour eux, le chien va retrouver l'animal blessé. Ils comprennent pas que pour eux, ça sent le sanglier, ça sent le sanglier, ou ça sent le chevreuil, ou ça sent le chevreuil. Pour eux, ils comprennent pas que l'animal change d'odeur et excusez-moi, change d'odeur et change de sentiment au moment de la blessure. Et ça, les chiens de sang sont entraînés pour ça. C'est pour ça que je faisais bien tout à l'heure l'allusion à que on dit chien de sang S-A-N-G, mais que c'est bien un chien de sang S-E-N-T, parce que c'est un chien de sentiment. Et les chiens sont éduqués pour ça. Donc beaucoup de personnes se disent il est inutile d'appeler un chien de sang pour ça, je remets le mien. Et c'est faux. En fait, je sais pas si vous c'est pareil, les deux autres conducteurs. Moi, si je me balade en forêt avec ma chienne, elle démarrera sur rien du tout, sauf si elle croise la voie d'un animal blessé. Sinon, tous les coulées qu'il y aura, elle partira jamais derrière un animal. Et si en recherche on croise un animal qui est pas le bon, elle va partir 200 mètres et elle va revenir parce que c'est pas l'animal qu'elle recherche. On va pas le changer. Voilà. Exactement, exactement. De toute façon, ça fait partie intégrante de l'éducation, ça. Se promener. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai ici quelques jeunes, donc il prend pas mal le change encore. Enfin, il prend un peu le change parce qu'il est encore jeune et c'est normal. Il débute à chercher, voilà. Faut Donc qu'il fasse des bêtises pour qu'il apprenne. Oui, voilà, il fait prendre le change, mais suffit quand je le vois de suite. Il colle la truffe au sol, il se met à courir. Là, je sais qu'il est sorti de la voie. Mais ça, je l'ai remarqué sur l'artificiel. Sur du naturel, je l'ai pas vu me prendre de change pour l'instant, comme le peu de recherche que j'ai fait. Après, à voir dans l'avenir, au fur et à mesure, mais pour l'instant, il m'a fait ça que sur artificiel. Mais je sais que je le vois quand il le fait. C'est-à-dire que chaque conducteur connaît très bien son chien, et d'autant plus pour des conducteurs qui sont aguerris et qui ont des chiens qui sont aguerris, on voit de suite, on connaît très bien le chien, on voit ce qu'ils font, on voit ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ressentent pas. Donc, quand le chien change, on le rappelle, il va de suite. Il retourne sur sa voie, il fait ses arrières, il reprend sa voie de sang. Et c'est là que c'est très compliqué à l'arc, parce que le problème à l'arc, c'est que ça saigne beaucoup. Et les gens, comme il y a beaucoup de sang, l'animal, il est mort. Et c'est dur d'expliquer aux chasseurs que non, l'animal, il est pas mort. C'est une flèche de venaison et qu'on ne l'aura pas et qu'on va arrêter la recherche parce que de toute façon, le chien veut plus travailler malgré qu'il y a plein de sang. Alors après, sur des situations comme ça, on peut essayer de trouver, de donner le relais à notre conducteur. Bon après, ça ne veut pas dire que le conducteur va être meilleur ou pas, mais
il peut essayer de continuer la recherche avec un autre chien qui a peut-être le trouvé ou ne le trouvera peut-être pas. Mais c'est vrai que souvent, sur une flèche de vénézon, c'est très compliqué, quoi. Non, mais bien sûr, hein, de toute façon. Hein, ça m'est arrivé l'an passé d'ailleurs personnellement parce que je suis chasseur à l'arc aussi, hein, sur un brocard et où la flèche a été déviée et j'avais comme des indices un petit peu de poil, un petit peu de sang. J'ai fait la recherche moi-même. J'ai fait 300 mètres, la chienne elle a bloqué et j'ai quand même appelé un autre conducteur, un autre collègue. Pourtant je suis conducteur et j'ai quand même appelé un conducteur qui lui, ma foi, n'est pas allé plus loin, mais il faut toujours faire tout pour arriver au bout, hein, de toute façon, hein, que ce soit personnellement ou pour les autres. Nous, chez nous, en tout cas, moi, je suis conducteur. J'ai été conducteur une dizaine d'années en Alsace, pour les gens qui connaissent l'Alsace, et ça fait 7 ans que je suis dans le Doubs maintenant. On a toujours connu ça. Nous, en tout cas, le passage de relais. Et puis les gens qui me connaissent dans le Doubs, il y en a d'ailleurs qui sont sur le site, ils savent comme je suis, ils savent notre manière de travailler. On est quelques conducteurs où on se fait énormément confiance, donc on n'hésite pas à aller quand il y a un copain qui a un problème. Parce qu'un chien n'est pas infaillible, un bonhomme n'est pas infaillible, on n'est pas des robots et le chien encore moins, ça c'est clair. Le passage de relais, ça va de soi. Vous pouvez avoir un chien champion du monde, du jour au lendemain, il est fatigué, tu sais pas pourquoi. Moi, je peux je sais pas, j'ai des dizaines et peut-être des centaines d'exemples comme ça où un chien qui poursuit 15 km un jour et la semaine d'après il fait 1 km, il s'assoit, il veut plus poursuivre. C'est pas pourquoi. Des choses comme ça. Donc, personne n'est infaillible. Ça, c'est clair. Le passage de relais, et en plus pour les chasseurs à l'arc. Et là, moi, qui suis chasseur à l'arc, qui fait partie des chasseurs à l'arc de Franche-Comté, quand je vois Patrick Morel, donc, qui est sur Facebook, Pat du Doubs, qui met un accent, mais c'est énorme le job qu'il fait pour la recherche. Parce que je suis intervenant à la formation des chasseurs à l'arc, du club des chasseurs à l'arc. Faut voir ce qui est fait en amont, avant mon intervention. Et je vous assure que quand moi j'interviens sur une recherche par les membres de la sauce qui m'appellent, quoi, un membre de la sauce qui a un blessé, mais tout est fait en amont, c'est top. Et pour ce genre de personnes, on a envie s'il faudrait venir à 5 conducteurs, on le ferait, quoi. Parce que tout est tellement bien fait, tout est balisé, il n'y a rien qui est piétiné, c'est vraiment le top. En tout cas, moi, dans ma région, quand un chasseur à l'arc m'appelle, les yeux fermés. Ouais. J'ai une question pour toi. Après, Frédéric. C'est une question de blessure, on l'a ou on l'a pas. Ouais. Ouais. J'ai une question pour toi. Oui. Voilà. Je connais très bien Alsace. Pour quelle raison as-tu demandé à un autre conducteur parce que tu sentais ton chien fatigué? Point d'interrogation. Pardon. Il disait, alors la question, c'est marqué, Frédéric, je connais très bien l'Alsace. Pour quelle raison as-tu demandé à un autre conducteur, point d'interrogation, parce que tu sentais ton chien fatigué? Point d'interrogation. Ah oui, je l'ai là aussi. Alors, comment dire, c'est pas qu'on sent spécialement son chien fatigué. Là, notamment là pour la poursuite, oui, c'était ça. Parce que mon chien, il a eu un coup de. Nous aussi, ça nous arrive une hypoglycémie, des choses comme ça. Ça arrive à. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un exemple. Le chien, 900 mètres, je l'avais à 900 mètres au Garmin, arrêté, je pensais qu'il était au ferme. J'arrive, non, il était sur un chemin arrêté. Sur un petit sanglier de 40 kilos, à savoir que mon chien, c'était un guerrier. C'est-à-dire que en dessous de 50 kilos, c'était rarement la carabine, c'était souvent au couteau. Je le connaissais pas comme ça. En fait, il a eu un coup de fatigue, il a eu quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je sais pas, c'était un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais comme tu disais tout à l'heure, les chiens, c'est pas des robots. Ils ont leur humeur, ils ont leur hormone, ils ont tout.
tout est. Non, mais je le comprends Ils peuvent bien. aussi ressentir quelque chose pendant la recherche, quoi. Ouais, tout à fait. Après, j'ai une réflexion. Exactement. J'ai une réflexion qui va vous concerner tous les trois. Je vous l'affiche parce qu'elle est assez longue. Alors, voilà. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, qu'un sanglier tiré et blessé part rarement avec les autres de la compagnie. Alors que le sanglier fléché, j'ai l'impression qu'il part plus souvent avec les autres. Si c'est votre expérience, cela complique-t-il la tâche du chien? Compliquer la tâche du chien, Alors, moi je dirais que non. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le chien, il n'est pas sur une odeur de sanglier, il est pas sur une odeur, il est sur une odeur de stress. Donc, il sent le stress de l'animal blessé. Donc, moi, j'ai fait une recherche l'année dernière où sur un sanglier que j'ai fait chez moi. Et quand je suis arrivé, ben, un autre sanglier était revenu en arrière. En fait, était avec le sanglier mort. Parce que il était revenu, entre guillemets, chercher on avait l'impression qu'il était revenu chercher le sanglier. Donc, pour le chien, lui, ça le dérange pas. Il cherche un sentiment bien spécifique. Il cherche un sentiment bien spécifique et vraiment, une fois qu'il a l'odeur dans le nez, il prendra que l'odeur là. Parce que moi, j'ai eu une autre expérience. Cet été, j'ai fléché 3 sangliers et je pars sur un. J'en retrouve un que c'était pas celui-là, pas le bon. Je regarde le sanglier, je me retourne. La chienne avait coupé la longe, elle était 100 mètres plus loin sur l'autre qu'elle cherchait. Donc voilà, Ouais. c'est bien spécifique. C'est pas l'animal qui cherchait. Chaque animal a son sentiment, a son odeur. Donc, les chiens sont éduqués pour ça. Il faut absolument se sortir de la tête que le chien de sang est, entre guillemets, est comme un autre chien. C'est pas du tout le cas. On va prendre un chien courant, comme je disais tout à l'heure, ou un chien d'arrêt, on va l'éduquer à une odeur, il va chercher une odeur. Nous, on éduque des chiens sur un sentiment bien précis, sur quelque chose de bien précis. Et ils font la différence. Ils font la différence. Ils ont un odorat qui est multiplié par je sais pas combien par rapport à nous. Donc ils savent faire la différence. Bon, donc, et c'est vrai que et question recherche, vous aimez qu'on vous appelle souvent pour venir vérifier un tir, ou vous préférez vraiment qu'on vous appelle vraiment pour un animal blessé où on est sûr qu'il est blessé? Ben, le contrôle de tir est obligatoire, entre guillemets, déjà, visuellement, par n'importe quel chasseur, que ce soit l'arc, carabine ou quoi. Il faut que le chasseur, lui, vienne contrôler son tir. Comme on dit tout à l'heure, il va à l'anchoisse, donc, il recherche du sang, des morceaux d'os, de viande, quoi que ce soit, de venaison, il balise. Donc, déjà, à partir de là, il y a un contrôle visuel du chasseur. Si le chasseur, lui, est sûr d'avoir fléché ou avoir, que ce soit une flèche ou une balle, avoir touché l'animal et qui ne voit pas de sang, il faut savoir une chose, que quand le projectile arrive et traverse l'animal, il y a des projections de sang que nous, visuellement, on ne voit pas à l'œil nu. Mais que le chien, lui, comme je répète, a tellement l'odorat développé, lui va sentir. C'est pour ça que l'anchoisse, c'est très important de le baliser, parce que quand vous avez 2-3 personnes qui marchent sur l'anchoisse ou qui va marcher sur la direction de fuite, que les gens marchent sur l'anchoisse, sur les taches de sang qui ne sont pas visuelles, et puis ensuite va se promener à droite à gauche pour essayer de trouver l'animal, il va diffuser cette odeur de partout. Et ça, pour le chien de sang, c'est compliqué. Parce qu'il va arriver à l'anchoisse, il va sentir le stress et le sang de cet animal qui est blessé, et il va ensuite poursuivre le sang qui a été répandu par les chaussures du chasseur. Donc c'est pour ça, comme tout à l'heure mon collègue disait, que des fois à l'arc, son chien mettait plus de temps à prendre l'émanation de l'anchoisse. Mais ça arrive souvent sur des tirs à balles aussi. Parce que les gens, ils vont essayer de chercher leur sanglier ou leur chevreuil tout seul, mais ils dispersent le sang.
C'est impeccable. Après, j'ai une autre question. Je ne sais pas si vous avez répondu tout à l'heure quand je m'occupais j'étais avec Frédéric. On me pose la question, je suppose que vous avez dû y répondre déjà. Y a-t-il un agrément pour le chien et le conducteur? Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Une formation de heureusement pour le conducteur. Et ensuite, il y a une première épreuve pour le chien sur une épreuve artificielle. Donc, alors, c'est soit la semelle, soit au tamponné de sang. C'est des déposes de 20 heures qui se font et avec 2 juges normalement qui sont agréés, qui font partie de la SCC, qui font partie qui sont agrémentés, quoi. Et donc, c'est des pauses de 20 heures, et après, il y a des pauses aussi de 40 heures à faire. Mais par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'on peut être conducteur sans être agréé. Sauf que il y a des limites. C'est-à-dire qu'un conducteur non agréé, il ne peut pas aller partout. Il ne peut pas, l'ONCFS, tout ça, il ne peut pas y accéder. Il ne peut pas aller en réserve. Il ne peut pas aller sur les terrains privés. Donc, quand on est conducteur, vaut mieux faire les choses de A à Z que si on vous. Après, il y a des conducteurs qui sont conducteurs que pour eux. Ils vont rechercher leur gibier. Comme cas, c'est pareil. C'est que s'ils chassent dans un endroit où un CFS, etc., ils ne pourront pas faire de recherche. Parce que le conducteur a le droit de, même en période de chasse fermée, il peut aller faire une recherche. Il peut rentrer dans une réserve. Il peut rentrer n'importe où. Il a le droit de suivre partout. Le conducteur non agréé ne peut pas le faire. Et surtout, son assurance de chasse ne marche pas. Son assurance de chasse ne marche pas. Exact. Il faut une assurance spéciale conducteur. Les amis, je vais devoir vous laisser parce que je suis au boulot. Ça fait 25 minutes que j'ai dépassé mon temps de travail. J'aurais dû commencer depuis 10 heures. Je vais laisser mes collègues continuer. Je suivrai le live à la fin. Allez, à bientôt. Salut, bonne soirée. Sébastien, bon courage. merci d'avoir. Au plaisir. Merci. Alors, attends. Marc, t'es trop lent. Ouais. Hein? T'es trop lent. Ah, mais je suis trop lent. Attends, les questions, il n'y en a pas de questions. Attends, ça va, les questions que tu m'envoies. Je sais pas c'est quoi le bruit qu'il y a derrière, mais. Ah, je sais pas, hein. C'est pas moi. Ouais, il y a un bruit. Alors, Enzo, arrête de remuer ton café. J'ai rien. Désolé d'insister, mais avec mes questions, mais c'est super passionnant. On est d'accord sur le sentiment qui est la signature unique de chaque animal, mais l'intensité du sentiment est quand même différente entre une flèche qui traverse le poumon, sans rien toucher d'autre, et une balle de gros calibre en pleine carcasse. Sans oublier la météo, le temps écoulé après le tir. Oui. Ouais. Oui. Mais je vois pas la question. J'ai envie de dire, il faudrait demander à nos chiens, là. Parce que ça travaille. Maintenant, si on prend vraiment le cas concret qui est marqué, donc, qui est noté, donc une flèche ou une balle de poumon, je veux dire, ça c'est. Le mec qui n'aura pas besoin de chien. Ferme les yeux. Déjà, on n'a pas besoin de chien, mais sinon, on ferme les yeux, voilà. On tient la longe et on avance. Hein, je veux dire, maintenant où on peut vraiment avoir une différence, ça va être une flèche qui a cassé une patte par rapport à une balle. Voilà, oui. Qui la balle, peut-être intestin aussi, où là il y a encore un effet de brûlure, il y a une sortie qui est beaucoup plus grosse à la balle, donc qui va laisser plus d'indices sur le passage très souvent qu'une flèche. Voilà, ça c'est là on peut trouver des différences, mais encore dans le pistage, je sais même pas vraiment si c'est vraiment flagrant. À part moi, mon vécu qui dit que on va
la chienne passe quelques minutes en plus sur un anschluss d'un animal qui a été fléché. Et sinon, au-delà de ça, Non, au-delà de ça, c'est vrai qu'une flèche de poumon, quand une flèche de poumon, si on ne le trouve voilà. pas, si on le trouve pas, c'est que c'est pas une flèche de poumon. Voilà. Parce qu'il va pas loin. Voilà, c'est le conducteur qui trouve pas une flèche de poumon. Ouais, mais Bon, attention, quand on dit un archer qui oui, fait une flèche de poumon. oui, même un archer, non. En général, il n'a pas besoin d'un conducteur pour une flèche de poumon. Par contre, j'ai déjà fait 800-900 mètres sur une flèche de poumon. Quand on est à la pointe du poumon, des choses comme ça, où on n'a pas un pneumothorax flagrant, l'animal marche, économise peut-être son souffle, mais marche et va. De toute façon, il meurt, mais on a quand même, il va faire quelques centaines de mètres parfois. Ça m'est très rarement arrivé. Hein, mais sinon. Et dans ces cas-là, pour ramasser la flèche, la suspendre, mettre un papier toilette, et appeler le chien de sang pour venir le chercher. La suspendre ou la planter ou voilà. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, alors là, moi, je peux me permettre de le dire, je suis archer. Dans les 200 mètres, si votre animal n'est pas là, stop. Hein. Même s'il y a des gouttes de sang, dans les 200 mètres, si votre animal n'est pas là, c'est pas une bonne flèche. Hein. On est d'accord. Je sais pas. Maintenant, il y a des archers qui seront. Je pense. Après, je suis pas. Ça fait bien moins longtemps que je suis archer que conducteur. Mais j'ai dans ma vie prélevé quelques animaux. J'ai fait énormément de recherches pour des archers. C'est en général, voilà. Généralement, si dans les 200 mètres il n'est pas là, stop. C'est pas la peine de marcher plus. Hein. C'est un animal qui est certainement vivant devant vous, qui va marcher, qui souffre, mais il va marcher. Vous allez le pousser. Laissez-le se vider tranquille, laissez-le se recoucher, et puis on vient quelques heures après ou voir le lendemain matin, et puis tout se passe bien. Hein? Mais de toute façon, il n'y a pas de il n'ira pas plus loin. Exactement. Voilà. Bon, après, c'est toujours partout pareil, hein, ça dépend de la blessure, mais je veux dire, à l'arc en général, même maintenant sur une flèche de patte, c'est très souvent comme il n'y a pas de détonation, il y a très rarement un chien derrière. Parce qu'à l'arc, on intervient souvent et beaucoup sur de l'afflux approche, où l'animal ne sait même pas ce qui arrive. On va dire dans les 800-900 mètres, c'est très régulier qu'on le relève, même avec une mauvaise flèche. Mais je pars du principe. Prenable ou pas, hein. Après, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais je pense que si l'archer respecte le temps, déjà sans se montrer après le tir, logiquement, l'hémorragie se fait et la distance est beaucoup plus courte. Une flèche de poumon qui ne bouge pas et qui ne fait pas de bruit, ton gibier, il tombe à vue et tu le ramasses. Il se couche, à vue ou pas, mais il va se coucher dans les 100 mètres et il va mourir gentiment si vous n'allez pas le relever pour qu'il s'en aille. Même avec une flèche d'intestin. Si tu ou une panse aussi, intestin, panse. La douleur est telle qu'il se couche, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas ce qui lui est arrivé, il va rester dans sa zone vitale, il va rester là, premier buisson, il va y coucher dedans. Un sanglier va rester dans les stands. Si vous n'allez pas le relever. Si tu te montres, tu te bouges, ou tu es comme une balle, il va partir et il va faire des kilomètres par le stress. Je pense. Hein. Moi, j'ai pas bien saisi, ça a assuré un peu. Désolé. Oui, je disais, si tu restes bien dans ta bulle après avoir le tir, c'est-à-dire que tu ne bouges pas sans faire de bruit, même si tu fais un sanglier, il va faire 200 mètres, mais si tu bouges de suite, je pense que le résultat, c'est comme quand tu as un tir de fusil, où tu vas te retrouver un sanglier qui va faire des kilomètres. Voilà, tout simplement. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est même pas que pour les archers, hein, c'est pour, en règle générale pour tout. Hein. Moi qui suis un grand pratiquant de l'affût approche, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je viens d'Alsace où
Voilà. où depuis tout jeune, je pratique l'affût, l'approche. J'accompagnais déjà mon oncle et copains de mon oncle, enfin tous ceux qui faisaient partie de la chasse, ils emmenaient le gamin à l'affût sur le Mirador. Ben, c'était moi. Je veux dire, j'ai toujours la culture est telle que hop, on vient de tirer, si l'animal s'en va, on ne bouge pas du Mirador. On attend. On va appeler le garde chasse et on n'y va pas tout seul, on y va trop. Voilà, il se passe une demi-heure, 1 heure avant de descendre du Mirador si l'animal n'est pas sur place. Donc, eh ben, en fait, il faut pratiquer la même chose, tout simplement. C'est comme ça, on attend une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est un peu dommage. Voilà, et je pense que tout se passe bien quand c'est comme ça. Après, tout se passe bien. Ça dépend où est la blessure. Mais j'ai une vidéo, je ne sais pas si je pourrais la mettre en ligne, d'un brocard que j'ai prélevé l'année prochaine. Ça serait flagrant. Hein. Je ne bouge pas d'un poil au milieu d'un. Je le flèche à l'approche. Je le flèche à l'approche, donc on ne voit pas quand je lâche la flèche. Parce que j'étais avec mon téléphone en train de filmer une chevrette que j'étais en train d'approcher. Et j'ai le brocard que j'avais pas vu qui me surprend. Et puis, je continue mon approche avec mon téléphone à la main. J'étais à 4 pattes. Je flèche mon brocard. Il n'a pas bougé. Après, il a marché, allez, 5-6 mètres. Il s'est arrêté. Et moi, je bougeais pas. Hein. Il a vacillé, il est tombé. Mais ça a duré, cette scène, elle a duré 3-4 minutes. Si j'avais eu le malheur de bouger, c'est un animal qui aurait fait 300 mètres. Bien sûr, tout à fait. Parce que j'étais juste un peu derrière les poumons. Voilà. J'ai une question qui me semble intéressante. Quelle est la pire condition météorologique que vous ayez connue pour une recherche? Moi, c'est les grosses chaleurs. On travaille très mal dans les grosses chaleurs et le froid. Bon, les grands Moi, j'aurais froids, dit les grands vents et les grosses chaleurs. Moins 10, c'est les grosses chaleurs. Ah ouais, parce que c'est question c'est plus dur pour la recherche. C'est La bise. Quand moi, je fais beaucoup de recherches dans les régions montagneuses où on fait pas mal de chamois et tout ça. Dans le Doubs, hein, vous connaissez tous un peu. C'est un peu pour le chamois, c'est une belle région. Donc, dans ces talus de montagne, quand il y a la bise, c'est très compliqué, ça balaye la feuille. Ouais, on arrive dans des coins, parfois qui sont venteux, on a du mal à décoller. Le chien, quoi, a du mal à décoller. Après, la chaleur, ce qui est le problème, et je ne parle qu'en mon nom, hein, je ne sais pas, chacun a un chien différent. La chaleur, c'est vraiment. Mes chiens n'ont jamais trop supporté la chaleur. Je sais pas pourquoi. Le Bavière, ça vient d'un pays, ça vient pas d'un pays chaud, donc. C'est pareil, c'est un os. Donc ça vient. Mais voilà, ça préfère la neige au soleil. Mais après, ça dépend. Ça dépend. Il faut qu'on y soit. Voilà. Mais sinon, le dégel, on peut croire le dégel, mais après, j'ai eu des super pistages en plein dégel. À 10-11 heures du matin, ça a gelé toute la nuit en dégel. C'est des super pistages parce que les odeurs étaient emprisonnées dans la glace et puis au dégel, elles se sont libérées. Donc, on piste le chien à 20-30 cm le nez du sol et puis un avion de chasse, quoi. Voilà, Il n'y a pas enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et puis là, ça dépasse souvent, en tout cas pour moi, mes compétences pour dire ouais, le temps il est pour quelque chose, etc. Après, comme je dis, moi, je sais que les grands vents, la bise et tout ça en montagne qui balaye les feuilles et tout ça, surtout sur un pistage de la veille, ouais, là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour moi, c'est plus compliqué ça qu'il y est tombé 20 cm de neige. Marc, juste 2 secondes, les gars. Marc, ouais. Tu peux essayer de faire reconnecter Frédéric parce qu'on a un bruit derrière, c'est énorme. Ouais. Frédéric,
Attends, essaye de te reconnecter. Essaye de te reconnecter, Frédéric, parce que je pense que tes écouteurs doivent nous. C'est toi, tes écouteurs. Alors moi ça assure, hein, ça assure dans mon. T'as le retour, non, toi? Ah, T'as le retour du bruit ou pas? j'entends plus. En Ouais, fait, j'entends du bruit, ouais, bien sûr. Ouais. en fait, il faut que tu sors, essaie de sortir complètement et puis tu te reconnectes et tu paramètres avec ton casque. Ok. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, alors je sors. Ouais. Voilà. Donc j'ai une question, mais c'est. Attends, je reviens sur la météo aussi. Ouais. C'est pareil, il y a beaucoup de chasseurs qui disent oh, il y a plu toute la nuit, il y a neigé toute la nuit, il y a tombé 20 cm, c'est pas la peine qu'on fasse la recherche. Ça dérange en rien. C'est pas parce qu'il y a tombé 20 cm la nuit qu'on n'arrivera plus à faire la recherche. Parce que les chiens prennent un tunnel de stress. Ils cherchent pas spécialement le parcours. Ouais. Attends, hop. Qui c'est qui est parti? Frédéric, il est là. Il est de retour. Ouais. Je suis là. Donc, Ça assure. C'est beaucoup Ça mieux. assure toujours un peu. Hein. Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais, par contre. Ouais. Mais, je disais, le chien. C'était moi le problème. Pardon. Le chien ne cherche pas spécialement le parterre, le sol. Il cherche un tunnel de stress. Donc, c'est pas parce qu'il a tombé 30 cm de neige ou qu'il a plu toute la nuit qu'on n'arrivera plus à travailler. On arrivera à travailler. Et c'est pas parce que nos chiens sont en difficulté, comme il dit tout à l'heure, que son chien il a des problèmes avec la bise, tout ça, qu'on n'essayera pas quand même de faire la recherche. Même qu'il y a eu du vent toute la nuit ou quoi, si tu l'appelles, il viendra quand même. Donc il faut pas. Ah oui, faut ça, pas c'est croire clair. qu'on se déplacera pas, quoi. Il faut téléphoner et on fera toujours le nécessaire, le maximum. Vous nous dérangez jamais. Voilà, je pense que c'est le message qu'il faut faire passer à tout le monde et aux archers, qu'on ne dérange jamais un chien de sang. Non, tu m'appelles à 1h, 2h, il n'y a pas de problème, je répondrai. Voilà. Pareil, mais bon, alors là, moi, ce qu'on peut laisser vraiment aux archers, c'est vraiment leur sérieux hein, à ce niveau-là. Hein. C'est clair qu'un archer est vraiment pointilleux là-dessus. Hein. Il va tout faire pour retrouver son animal. Hein. Ça, c'est clair. Enfin, moi, avec toutes mes connaissances que j'ai autour hein, tous les archers que je connais font. Alors, si moi je suis pas dispo, ils appelleront un autre, etc. Ouais, moi je pense que ouais, la philosophie d'un archer, elle est à toute épreuve aussi, quoi. Elle est là-dessus, j'en ai aucun doute. C'est vrai que c'est mieux matérialisé par les archers. C'est le boulot en amont est mieux fait. Bon. Ouais, carrément. Carrément. Alors, j'ai une question. Bon, le problème du son ne vient pas de nous, c'est général. Donc, je pense que c'est les connexions qui ne sont pas optimales ce soir. J'ai une question. Quelle est la limite de temps pour faire intervenir dans ces conditions pour avoir une chance de faire une bonne recherche dans des conditions difficiles? Il n'y a pas. Moi, le travail du mieux, c'est sur les pistes de 15 heures, 17 heures, 24 heures. Après, au-delà, ça commence à être compliqué. Mais la plus grosse que j'ai fait, je crois que c'était 48 heures, je crois. La plus longue que j'ai fait, c'était 48 heures et il y avait 10 cm de neige qui était retombée sur une balle, sur un animal qui avait été tiré à balle. Ben moi, dans mon cas, j'ai envie de dire, je suis déjà intervenu tous les ans, j'interviens le mardi sur une balle du dimanche. Quand il y a un garde-chasse qui s'est réveillé, ah, mais au fait, il y en a un qui a tiré, on n'est pas allé voir. Il voit, il y a du sang, il vous appelle le lundi soir parce qu'il a cherché tout le lundi après-midi. Donc, on vient le mardi. Donc, moi, j'ai envie de dire, il y a du bon et du mauvais. Ça fonctionne pas toujours, mais ça piste. Il n'y a pas de temps. Il faut nous inviter, nous appeler, bien sûr, le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour avoir en période de chasse. Alors, en période d'affût, on a un peu moins de mal à trouver des conducteurs, mais pour nous, dans notre secteur, en période de battue, appelez-nous le plus rapidement possible. Parce que,
voilà, on est assez pris quand même. Mais j'ai envie de dire si je dois. En fait, j'ai jamais refusé une recherche tout simplement parce que ouais, tout simplement, j'ai jamais refusé une recherche parce que elle avait 24-48 heures, quoi. Jamais, Non. jamais. Non. Je me suis quand même déplacé. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a eu du moyen. On en revient même tout. On essaye. Tout dépend, j'ai envie de dire, tout dépend. Voilà, tout dépend aussi où est la blessure. Hein. Exactement. Voilà, la blessure, puis, parce qu'on parle beaucoup du pistage du chien, mais il faut penser à une chose, la blessure est-elle bonne? Parce qu'il faut bien penser que nous, conducteurs, on n'est pas des magiciens, hein, ça c'est clair, et les chiens encore moins. Donc, ce qui est prenable sera pris, vulgairement, je le dis comme je le pense, ce qui est prenable sera pris, ce qui n'est pas prenable, à ma foi, c'est une mauvaise flèche, Hein. Voilà, on est tout à fait d'accord. Hein. quand elle a traversé le gras du dos, avec la meilleure volonté du monde, à part si, par coup de chance, le chien arrive à le situer dans le buisson qui n'est pas trop épais, et puis au démarrage, j'arrive à lui en coller une. Et sinon, au-delà de ça, voilà, hein, c'est un peu comme les balles de mâchoire. C'est parce que les flèches rasantes, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, c'est assez récurrent quand même. Hein. C'est régulièrement. Les flèches rasantes, hein, c'est quelque chose. Et souvent, les flèches rasantes, elles ont beaucoup de poils, beaucoup de sang. Et c'est impressionnant à voir, mais seulement le sang est limité dans la distance. Hein. Au bout de 200-300 mètres, on voit tout de suite, hein, ça s'estompe. Quelques frottés, c'est surtout les frottés qui nous donnent des indices. Puis elle s'estompe. Et voilà, et la douleur avec en même temps. Donc ma foi, là, c'est des choses. Voilà. Après, si vous m'appelez 3 jours après pour une balle d'intestin, ou enfin une flèche d'intestin, ça travaillera comme une 24 heures. Voilà, tout simplement. Hein, comme une recherche du lendemain. Classique, quoi. C'est des bonnes blessures, hein, qui sentent très fort, il y a de la douleur, il y a du contenu stomacal, des choses, des indices olfactifs qui font que le chien travaille, quoi. Hein, et puis surtout la douleur. Voilà. Alors, j'ai une question, moi. J'ai souvent des gens, des conducteurs qui interviennent sur des pistes très chaudes, très fraîches, 1 voire 2 heures après avoir tiré. Et souvent, ils sont en échec. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le fait qu'ils interviennent trop tôt? Moi, déjà, ma chienne, elle ne travaillera pas sur une voie de 1 heure ou 2 heures, déjà. Ok. Ouais. Et moi, je sors même pas mon chien de la voiture sur une voie d'1 heure. Sincèrement, attends. Hein, j'ai eu tellement de casse déjà. Alors, déjà, il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est on va retrouver souvent dans une chasse en battu où il y a énormément d'animaux qui sont levés, et là-dedans il y en a un qui est blessé. Alors c'est vrai que nos chiens sont éduqués pour ne pister que l'animal blessé. Ça c'est clair. Mais il faut savoir que ça facilite pas les choses. Si vous allez, je vais quand même dans des chasses assez giboyeuses, et quand il y a beaucoup d'animaux qui sont sur pied comme ça, qui font des tours et des détours, le chien, même s'il ne va pas le prendre, il va quand même contrôler. Okay. Normalement, le chien doit contrôler. Tout ce qu'il trouve, il doit le contrôler. On traverse une coulée, il va la contrôler. C'est-à-dire, il va au moins mettre le nez dedans. Et tout ça, qui font que c'est de l'énergie que le chien il perd, qu'il ne perdrait pas si on intervient le lendemain dans ce genre de situation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que maintenant, si on arrive sur un ragot de 60-70 kilos, que ça fait 1 heure qu'il a pris sa flèche, admettons dans les intestins, je vous assure que quand le chien il met le nez dans le buisson,
il y a 9 chances sur 10 que soit vous, soit le chien prenez le sanglier dans la tête. Voilà, mais Alors que si on avait attendu 3-4 heures, l'animal est bien couché, a commencé à choper de la fièvre, même s'il se relève, malgré qu'il y a des fois au bout de 3-4 heures, ils sont encore très nerveux, mais il y a quand même des chances où l'animal soit bien mal en point. Minimum, quand je dis 3-4 heures. Hein. Ouais. Je disais ça parce que j'ai vécu ce problème au mois de janvier. J'avais fléché un sanglier qui faisait entre 80 et 90 kilos. Je le flèche arrêté entre 6 et 8 mètres. Ma flèche, elle est juste un petit peu en haut des poumons, tu vois. La flèche, il le traverse complet. Il me regarde, il ne savait pas ce qui lui arrivait. Il commence, je mets une deuxième flèche dans mon arc et j'ai vu qu'au bout qu'il a fait 2 mètres, ça a pissé des deux côtés. Tu vois, ça a giclé des deux côtés, donc j'ai renoncé à doubler. Et j'avais fléché, c'était 10 heures du matin. On a arrêté à 11h30 la battue. J'ai regardé un petit peu le sang, il y avait du sang de partout, et vraiment impressionnant. Donc, je suivis une 50aine de mètres, après ça allait dans des épines noires. Je me suis dit, bon voilà, on laisse, j'appelle un conducteur. Le conducteur, il est venu vers 1h30. On a démarré à 14h, donc 4 heures après environ, tu vois. Ouais. Et on a fait au moins 400 mètres aussi dans des épines noires. Le sanglier, à chaque fois, il se relevait. Il faisait 50 mètres. On avait des marques de sang. Il se relevait, se relevait. Et il nous a promené, mais environ 400 mètres, vraiment dans les épines, tout le temps dans les épines. Impossible à le trouver, à l'achever. On a renoncé, donc on a recommencé la recherche le lendemain. Jamais pu retrouver ce sanglier. Un truc de fou. Bon, le conducteur avait lâché son chien en poursuite? Non, on a suivi toujours, il a suivi toujours à la longe. Donc, il a aussi le même chien que toi. En Bavière? Ouais, en Bavière. Et, mais à chaque fois, on est tombé, on le voyait, hein, sanglier, tu vois. Il nous repartait devant, il nous repartait devant. Et on est tout près du Rhône, tu vois. On était vraiment en lisière du Rhône. Ouais. Et ce sanglier, le lendemain matin, on a repris la recherche. On a repris exactement à l'Anschluss. On a remonté la piste. On a été beaucoup plus loin. Mais je pense impossible de le retrouver. Il a dû plonger au Rhône et le chien, il a coupé, il refusait de travailler dans cet moment. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Mais, alors nous, on n'a pas. Moi, j'ai pas le Rhône, mais j'ai le Doubs. Chez moi, c'est des choses qui me sont arrivées 2-3 fois, qu'on aille chercher les voitures et puis qu'on fasse 5-6 km de détour pour passer de l'autre côté. Et puis énormément d'animaux perdus comme ça. D'ailleurs, pas que moi, tous mes collègues du Doubs, ils y sont passés au moins une fois. Cette situation. Hein. Après, là, moi, quelque chose comme ça, soit on se fait aider, c'est-à-dire on va mettre des carabiniers, on essaie de poster. C'est une chose qui est faisable, mais attention, avec des personnes de confiance. C'est clair. Parce que vous êtes au milieu, hein. Vous êtes au milieu, donc, enfin, moi, en tout cas, quand c'est pour moi, je dirais comme ça, avec des personnes de confiance, où son chien, il l'a pas lâché parce que c'était trop dangereux, il y avait des routes, il y avait quoi? Ah non, il n'y a pas de route, tout ça. Mais on a mis fin d'après-midi, on a mis des carabiniers. Donc, on avait bloqué tout ça. Ouais.
Et comme il y a tellement de sangliers, le chien, il y a d'autres sangliers qui sont partis. Le chien, il est parti à un certain moment, il ne savait plus où il allait. Il butait sur la piste. Donc, c'était impossible de remonter la piste totalement parce qu'il y avait du sanglier qui sortait de partout. Tu vois? Ouais. J'en ai perdu trois alors, une configuration. Ouais, moi j'ai envie de dire, alors là, quand il n'y a pas de. Moi c'est systématique, hein, quand il n'y a pas de danger. Parce que moi j'ai déjà perdu mon premier chien de rouge, Hugo, je l'ai perdu sur la route. Hein. Mais quand il n'y a vraiment pas de danger, je lâche. Parce que tant que le sanglier n'est pas acculé, il va marcher. Ouais. Si on n'a pas un chien qui accule le sanglier, il va marcher dans des conditions comme ça. Moi, je pense d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Hein. Il marchait devant vous. Ouais. La longe, en plus, c'est super dangereux, la longe. Hein. Faut le savoir, parce que si l'animal vous contourne et que le chien il est pas libre, il peut pas, surtout dans les épines noires comme tu dis, il n'arrivera pas à esquiver la charge du sanglier. Hein. Ouais. Voilà, mais de toute façon, il n'y a pas de règle. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de. C'est clair. C'est comme ça. Il faut être sur. Moi, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai pas pris des animaux. C'est de ma faute. Je pense que ça arrive à tous les conducteurs. Non, mais c'est clair. Ça arrive au même titre que les chasseurs et les animaux à cause de leur façon de faire. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Moi, ça, c'est mon truc à moi. Hein. Ouais. Alors, moi, c'est ce que je pense. Après, je sais que si on lâche pas nos chiens, c'est 50% de réussite en moins, de toute façon. Ouais, je pense aussi. C'est 50% de réussite en moins sur les poursuites. Et encore, je dis, si on parle que de poursuites, c'est pour moi, je sais pas si l'année passée, si la saison passée, j'aurais pu faire une poursuite à la longe. Je crois même pas. Ouais. Si j'avais pas lâché le chien. On a une question. Après, je sais pas mon collègue, mais moi, en montagne, comme ça, si vous lâchez pas le chien, pour courir derrière un sanglier qui part avec une patte en moins. Ouais. Moi, je pense pas que. Voilà. Ouais, ça va, impeccable. Voilà. J'ai une dernière question, parce que l'heure tourne, et c'est le sujet, on pourrait en discuter toute une nuit, tellement c'est passionnant. J'ai une question. Utilisez-vous des gilets? Lesquels? Bien. Alors moi, pour ma part, j'en utilise pas parce que mademoiselle, elle est pénible. J'en ai acheté un que j'ai donné à un collègue parce qu'elle ne le supporte pas. Impossible de la faire travailler avec. C'est une précieuse. Elle fait la maline, mais elle sait que ça m'énerve quand elle veut pas mettre. Dis bonjour. Elle fait la belle. Elle fait la belle. On a retrouvé Thierry. Non, mais c'est vrai que par contre, ceux qui peuvent le mettre, moi je les encourage à le mettre parce que moi j'ai eu énormément de déboires. Alors pas avec elle, pas avec Bella parce qu'elle est très prudente aux fermes, mais avec les deux mâles que j'avais avant. Voilà. C'était le cirque. C'était souvent le vétérinaire. Alors voilà. Si vous avez, pour ceux qui m'écoutent, qui sont conducteurs, moi, je les encourage. Qu'ils aient n'importe quelle race de chien, il faut qu'ils en mettent un. Ouais, ok. Marc, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je pense qu'on va arrêter là. Peut-être si Thierry voulait répondre à la question.
Attends 2 secondes parce qu'il y a ma femme qui veut aller au lit. Je suivais plus. Je suivais plus changer de place. Je disais, alors attendez, on a été où là? Pour les gilets, moi j'en mets pas. Donc comme ça. Ok, c'est simple. Voilà. Donc, bon, et je vous remercie beaucoup de votre participation, de répondre aux questions, et je pense que beaucoup de gens maintenant vont considérer les chiens de sang, si je peux dire, les chiens rouges, pour différemment que des bouées de secours qu'on appelle en dernier recours. Je pense qu'ils seront plus, ils vous appelleront plus souvent pour vérifier un tir, qui sera beaucoup plus utile et faire travailler vos chiens pour les faire travailler avec les deux. Je vous remercie beaucoup de cette intervention. J'espère que ça a plu. Je pense que beaucoup de monde viendront voir cette vidéo par la suite. L'heure. Il y avait très peu de questions. C'est dommage. Mais bon. Merci beaucoup de votre présence. Voilà, je vous remercie aussi. Merci Thierry, merci Frédéric. De rien, de rien. Et, merci de l'invitation. Je tiens juste à remercier tous les amis archers là, qui font confiance aux conducteurs. Hein, et puis, changez rien, gardez la même éthique. Voilà. C'est la classe. Et c'est pour ça que la chasse à l'arc avance. Voilà. Et c'est un peu pour ça que j'ai lancé un peu ces lives techniques, on va parler d'approche, d'affût par la recherche au sang. Pour moi, fait partie de la chasse à l'arc à part entière. Voilà. Mais c'est bien ancré dans les mœurs des chasseurs à l'arc. C'est ça le principal. Ouais, super. Voilà, c'est tip top. Je pense que les formations, ça aide aussi parce que dans les formations, là, dans les GFO, il y a tout le temps, de notre côté, on a toujours les chiens de sang qui sont appelés pour les formations. Contrairement au permis de chasse. Les chiens, c'est très bien. C'est bien qu'au GFO, les chiens. Ouais, bien sûr. Pour moi, ils font partie de notre. En général, vous, là, tous les présidents des assos, des archers, vous faites un job. C'est grâce à vous que les archers sont comme ça. C'est vous qui leur donnez une directive en formant les archers. Mais c'est grâce à vous qu'ils ont une éthique qui va bien, quoi. Pour moi, je pense. En tout cas, maintenant, pour ce qui est dans mon secteur. Après, moi, je connais pas tous les secteurs. Ici aussi, dans mon secteur, c'est au top. Mais j'imagine bien, mais je vous le souhaite d'ailleurs d'être comme ça. Et puis, je souhaite, de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Les conducteurs ne font rien sans les chasseurs. Et les chasseurs qui soient là, ils font, mais pas que du bien sans les conducteurs. Ouais. Et si je peux pour conclure, mais nous, en tant que conducteurs, je vous remercie d'être comme ça, quoi. Ouais. Et je partirai du principe pour conclure que tout tir, qu'il soit à flèche ou à balle, devrait être vérifié pour le respect du JT. C'est ça. Batman Sahil. Voilà. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao. Merci bien. Bye bye. Ciao. Bye. Marc. Ouais. On avait beaucoup de bruit. Ouais, mais c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Et c'est pas moi non plus. Je pense que c'était. Merde. Attends, mais. Si je coupe pas la fin du live. On est toujours à